Bonjour à toutes et à tous. Alors bonjour à ceux qui sont là, bonjour aussi à ceux qui sont donc en ligne. Comme vous le savez, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qui est politiste ou politologue, je n'ai jamais su comment dire, alors que je suis moi-même politiste ou politologue, et qui est directeur de recherche à l'IRD et très grand spécialiste des questions africaines et notamment du Sahel, ce dont on va parler aujourd'hui. On a mis un titre entre chaos et refondation. Quel avenir pour le Sahel après le départ des troupes françaises au Mali? C'est tout un programme. Vous connaissez le fonctionnement de ces midis. Je vais laisser la parole à Marc-Antoine, qui est aussi, je tiens à le rappeler, membre du conseil scientifique de l'IREMO. C'est important. Donc, je laisse la parole dans quelques instants. Il y aura plein de questions à poser et cette affaire du Sahel est très emblématique de beaucoup de choses. Elle est emblématique de la présence française en Afrique. Tu as fait une tribune il y a quelques semaines dans Le Monde où tu parlais, c'était même le titre, je crois, de cette tribune, tu parlais de l'impuissance de la France au Sahel et tu avais, je l'ai lu attentivement, tu utilises à plusieurs reprises la formule puissance coloniale. Tu rappelles que c'est une puissance coloniale et tu montres toutes les contradictions de cette opération et globalement une analyse qui se termine en disant ça c'est important, il faudrait penser une autre politique pour l'Afrique. Et je crois que c'est un peu ça l'idée en élargissant, en allant au-delà de la question strictement qui va nous occuper aujourd'hui. C'est vraiment une question fondamentale. Et puis, il y en a une autre qui me paraît intéressante parce qu'elle a été évoquée par le président Macron il y a quelques jours. Il y a quelques soldats européens qui sont dans cette affaire. Il y a des Danois, il y a des Suédois, je crois aussi. Il y a des Italiens. Les Danois n'ont même pas été acceptés sur le sol Macron. Oui, et là, ils ont été expulsés. Ils ont été expulsés avant même d'arriver. Voilà. Donc, c'était quelques centaines. Mais ce qui est intéressant, c'est que Macron, dans le cadre de la configuration quand même très lourd dans lequel nous sommes, il évoquait cette force, entre guillemets, ces quelques centaines d'hommes des forces spéciales, j'imagine, dans cette opération Barkhane. Il disait c'était une première façon pour l'Europe d'exister. Alors ça, on en parlera parce qu'à mon avis, c'est intéressant, mais c'est intéressant qu'il ait évoqué ça. Il y a très peu de temps par rapport à, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Voilà. Donc, je vais te laisser la parole et je me permettrai peut-être de poser 2-3 questions après. Mais avant, je voudrais vous réserver une surprise. Avant de laisser la parole à Marc-Antoine, je vais laisser la parole à François Hollande, parce que je pense que c'est intéressant de voir quelle était l'ambiance et le ton du président de la République de l'époque, donc François Hollande, quelques jours après l'intervention. Nous sommes là le 3 février 2013 et il y a un sentiment presque d'euphorie, enfin un volontarisme qui est marqué par ce discours et par les gens qui l'entourent. Il y a le président malien qui est là, il y a la foule qui salue. Et évidemment, si on prenait la situation aujourd'hui avec notre ambassadeur qui vient de se faire expulser, on voit bien ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est juste une introduction qui va durer 3 minutes, et on l'arrête dès que Marc-Antoine pense que c'est inutile d'aller plus loin. Et après, je te laisse la parole. 18h30, place de l'Indépendance à Bamako. Le choix du lieu n'a pas été fait par hasard. Un symbole pour filer la métaphore d'une nouvelle délivrance. Votre pays va connaître une nouvelle indépendance qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial, mais la victoire sur le terrorisme et sur l'intolérance et sur le fanatisme. Voilà votre indépendance. Une nouvelle indépendance et un appel à l'unité. Au lendemain de la libération des principales villes du Nord, le président par intérim Diokounda Traoré appelle ses citoyens à la paix. Je sais que je peux compter sur vous pour qu'il n'y ait aucune exaction, aucun règlement de compte. Et je demande à tous ceux qui ont quitté leur maison et leurs amis, par peur des représailles, de revenir chez eux et de reprendre leur vie. Le président français, lui aussi, interpelle les Maliens. Après avoir justifié l'opération Serval, acclamée par la foule, il prévient, le combat n'est pas terminé. Le terrorisme a été repoussé, il a été chassé, mais il n'a pas encore été vaincu. Alors qu'avons-nous à faire? Continuer, poursuivre.
Et la France restera avec vous le temps qu'il faudra. Oui, bah c'est bien de s'arrêter sur la phrase "on restera le temps qu'il faudra", parce que le temps après, bah, apparemment le temps est passé et les Maliens en ont suffisamment vu pour trouver que il était temps d'arrêter cette opération, qui donc, pour rappel, hein, c'était l'opération Serval en 2013, qui est devenue Barkhane en 2014 et qui a été étendue à 4 pays voisins. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de mettre la carte tout à l'heure, comme ça, si jamais certains d'entre vous sont un peu perdus sur le plan géographique. Et un souvenir qui me revient aussi. Oui, donc vous voyez, hein, au début c'est Serval, c'est que le Mali, et ensuite ça s'étend à d'autres pays de la région. Tous francophones, hein, et tous signataires d'accords de défense avec la France. Comme si les groupes terroristes s'arrêtaient uniquement aux pays qui seraient francophones. Et je me souviens, en janvier, en fait, l'opération a démarré le 11 janvier et officiellement le 13 janvier, donc en remontant vers le nord, vers Mopti et vers Tombouctou, pour chasser les groupes terroristes, c'est ainsi qu'ils étaient qualifiés. Et à l'époque déjà, je me souviens avoir écrit 2 tribunes, une dans l'IB et l'autre dans le Figaro, comme ça je pouvais un peu brasser large sur le plan partisan, en disant, vous savez, il y a un gros problème, c'est que le djihadisme n'est jamais qu'un symptôme de la crise des États, et la France ne peut pas se substituer à des États défaillants. Et ce que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire, c'est que le dernier sommet du G5 où le président Macron a participé, en fait, il a dit la même chose. Il a dit, la France ne peut pas se substituer à des États défaillants qui n'ont pas d'armée en état de fonctionner, on ne peut pas faire le boulot à votre place, on peut juste appuyer. Simplement, lui, il a mis 8 ans pour faire le constat. Les chercheurs le faisaient déjà en janvier 2013. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur tous les arguments à l'époque qui étaient déployés aussi avec la menace d'une invasion de Bamako par les djihadistes, ça allait devenir un nouvel Afghanistan. Tous les spécialistes sont d'accord pour dire que les groupes djihadistes n'étaient absolument pas en mesure de s'emparer de Bamako. Donc là, il y a un récit qui est intéressant parce qu'il est encore utilisé par Macron en disant oui, mais au moins on a empêché que les djihadistes s'emparent de Bamako. Encore eût-il fallu que cela fût possible, ce qui est en fait très très peu probable. Mais je pense qu'on n'a pas le temps de revenir là-dessus, mais si vous avez des questions plus tard, on pourra revenir. Moi, on m'a demandé d'intervenir sur le Sahel. Alors, je vais peut-être quand même préciser 2-3 choses, un petit cadrage méthodologique, parce qu'en France, on a un petit problème avec le Sahel, qui est qu'on a un entendement qui est limité en fait au G5 Sahel. C'est-à-dire le Sahel, pour nous, c'est des pays francophones, c'est l'ancien empire colonial, et voilà, c'est là où on intervient la France. Mais en fait, le Sahel, c'est pas ça. Le Sahel, ça part des îles du Cap-Vert, qui sont hors champ de cette carte, et ça se poursuit jusqu'à la mer Rouge, jusqu'à l'Érythrée, qui est une province du Sahel. Et bon, vous savez, le Sahel, c'est étymologiquement aussi une rive, hein, c'est la rive sud du désert du Sahara en arabe. Historiquement, c'est le pays des Noirs aussi, hein, Bint al-Soudan pour les Arabes du Maghreb et du Mashrek. Et sur le plan géographique, notamment en termes de pluviométrie, ce sont des zones semi-arides et qui, pour certains, pourraient finalement inclure aussi la Corne de l'Afrique. Alors, je le dis parce que, vous le voyez sur cette carte, vous avez d'autres groupes djihadistes qu'on n'intègre jamais ou très très peu, dans le périmètre d'analyse de ce G5 Sahel, qui serait donc uniquement francophone. Bon, il se trouve qu'il y a effectivement un gros foyer de groupes djihadistes autour du nord du Mali. Ça s'est déplacé vers le centre et ça s'est étendu vers ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, hein, qui réunit le Niger, l'ouest du Niger, le nord du Burkina Faso et puis le centre du Mali. Il y a un autre gros foyer qui est autour du lac Tchad avec le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique. Et l'autre, 3e gros foyer, c'est le Chebab de la Corne de l'Afrique, hein, donc sur la frontière, entre autres, Somalie et Kenya. Il y a 2 autres petits foyers djihadistes, c'est sur la frontière République démocratique du Congo et Ouganda, les Allied Democratic Force, qui ont pris un autre nom. Et puis les Ansarul Islam ou les Chebab du Mozambique à la frontière de la Tanzanie. Je ne vais pas en parler non plus. Je sens qu'il y a chez vous une forte demande sur la question de l'intervention militaire française. Donc, je vais effectivement vous parler de cette
petite partie du Sahel que communément on appelle le Sahel en France, mais qui n'est jamais que le Sahel occidental francophone. Encore une fois, c'est pas tout le Sahel. Donc, quand on me demande d'intervenir sur le Sahel, je préfère quand même préciser un peu les choses. Et je sais que tu as suffisamment d'appétence sur la géographie pour me laisser ce souci de la précision, mais qui est mine de rien important parce que ça souligne aussi des contradictions dans le discours sur l'arc de crise où on veut globaliser la menace, on dit le Sahel est en crise, mais sauf que on n'intervient que sur des pays qui sont des anciennes colonies et qui sont quand je dis francophone d'ailleurs, je suis sympa parce que l'Organisation internationale de la francophonie quelquefois utilise des chiffres qui sont pas très vérifiés sur le terrain. En réalité, au Tchad, il y a peut-être 5-10% de la population qui parle français. On va les appeler francophones pour faire ça. Mais là aussi, c'est un petit peu un raccourci. Alors, toujours dans mon préambule, mais je te rassure, je serai peut-être un peu moins long dans mes développements. Non, tu es tout à fait libre. Mais le cadrage méthodologique, il y a deux autres points que je voudrais souligner. Le premier, c'est que nous, chercheurs, mais ça vaut aussi pour les journalistes et les analystes, hein, on navigue dans le brouillard de la guerre. C'est-à-dire que c'est quand même très, très difficile d'aller sur le terrain pour vérifier les informations qui circulent. Donc, on a un problème de triangulation des informations. Et très souvent, il y a des livres entiers qui sortent de gens qui n'ont jamais mis les pieds au Sahel et qui travaillent uniquement avec des sources secondaires qui sont très très discutables. Et il y a un peu deux entrées. Il y a les gens qui essayent encore de faire du terrain comme moi, mais pas toujours avec succès, parce qu'on a vraiment beaucoup d'obstacles, pas seulement sécuritaires, mais administratifs aussi, hein, puisque je dépends de la fonction publique française, et donc j'ai des zones rouges partout qui m'empêchent de me rendre sur place, sauf en vacances. Là, je repars dans le Borno, mais j'y vais en vacances officiellement. C'est pas payé par mon institution qui est publique, mais c'est le seul moyen pour moi d'avoir le droit d'y aller. Donc on a des vrais problèmes d'accès, et donc des problèmes aussi de triangulation, de vérification des sources. Donc il y a aussi énormément de fantasmes sur l'ampleur globale de cet arc de crise sahélien, sur cet international djihadiste qui en fait n'existe pas. Il y a très peu de liens opérationnels entre ces groupes. C'est surtout des liens de communication, hein. On prête allégeance à l'État islamique, à la Al-Qaïda, mais c'est vraiment de la com pour la grenouille qui va se faire plus grosse que le bœuf, et ça permet aussi aux grandes franchises du terrorisme international de prétendre qu'ils ont aussi mis pied en Afrique subsaharienne, même si en réalité il n'y a pas de lien de commandement, il n'y a pas un commandement central, il n'y a pas d'échange d'argent, de combattants ou d'armement. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est un peu aussi sur l'explication, donc ce que nous on appelle des groupes armés terroristes, c'est l'usage de l'armée française, hein, qui comme toute institution, la mienne aussi malheureusement, sait faire une chose dans la vie, c'est produire des acronymes. C'est quand même une façon de prouver qu'on est des professionnels, c'est qu'on produit des acronymes à tout bout de champ. Les Nations Unies le font très bien, l'armée française le fait très bien, nos institutions de recherche savent le faire, donc ils combattent des GAT. Les GAT, c'est donc des groupes armés terroristes. La difficulté qu'on a, et je reviendrai sur cette question de cette phraséologie du terrorisme, c'est que en réalité, on a un millefeuille de violence au Sahel. Donc on a des conflits qui se surimposent les uns les autres, qui se superposent, et avec des conflits qui sont liés à la question de la transhumance des troupeaux, qui viennent piétiner les cultures, l'accès aux points d'eau, des accès à la terre, des disputes, des rivalités personnelles, de voisinage entre communautés, entre villages, etc. Et tout ça s'entremêle. Et là-dedans vient se glisser ce que l'on qualifie de terrorisme. Mais la difficulté, et c'est là que, c'était mon bouquin aussi, hein, pour ceux qui veulent en savoir plus, que je fasse un peu de pub quand même, j'en profite sur en 2020, là, pour le 7e anniversaire, les 7 ans de réflexion de l'opération Serval et Barkhane, j'avais sorti un bouquin qui s'appelait La guerre perdue de la France au Sahel. Qui est sorti chez Lattès, où effectivement il y avait cette interrogation sur cette mission impossible, et je crois qu'il y a un des chapitres qui s'appelle comme ça, qui consiste à envoyer l'armée française pour combattre les GAT, hein, sauf que les GAT, ils sont complètement mélangés dans des problématiques de dynamique conflictuelle. Et en fait, on ne peut pas extirper ce qui relèverait à proprement parler du terrorisme djihadiste. C'est complètement entremêlé avec des règlements de compte communautaires, la révolte sociale des opprimés, des descendants d'esclaves qui vont joindre le djihad pour se rebeller contre les maîtres de la terre, les problèmes d'accès aux points d'eau, d'accès à la terre, de propriété de la terre, etc., etc. Tout ça est complètement entremêlé. Et donc, en réalité, quand vous mettez l'armée française là-dedans, vous lui demandez finalement de jouer un rôle de police aussi, de cow-boys pour vérifier que les troupeaux passent bien par les couloirs de transhumance. De paix, pratiquement. Voilà, ouais. Bon, donc en fait, oui, de gardien de paix. Hein, voilà, pourquoi pas aussi de juge de paix, puisque la charia se substitue à des États défaillants dans des zones rurales où, de toute façon, les États étaient déjà très peu présents avant. Donc on a un vrai problème là-dessus.
Et donc, dans les explications qui sont proposées de la résilience de ces groupes djihadistes, il y en a deux qui sont les plus populaires et qui ne sont pas forcément celles que moi je retiens comme étant les plus importantes. Alors, il y en a une qui insiste sur le fanatisme religieux, qui expliquerait le jusqu'au boutisme de fanatiques, de s'en fout la mort, qui sont prêts à commettre des attentats suicides, etc. J'ai déjà eu maintes fois l'occasion de démonter cette hypothèse, y compris donc dans mes derniers bouquins. Il y en a aussi un à la découverte là, sur l'Afrique, nouvelle frontière du djihad. Et puis il y en a un, j'en profite, je fais la pub, qui paraît au PUF d'ici la fin de l'année, qui est un djihad sans foi ni loi. Si l'éditeur veut bien conserver le titre, parce que les éditeurs aiment jouer avec les titres, donc c'est sur la guerre contre le terrorisme à l'épreuve des réalités africaines, où effectivement, je démontre cette idée que la radicalisation de l'islam serait le point central qui expliquerait pourquoi ces groupes seraient résilients, pourquoi ils se seraient saisis de la légitimité du Coran pour se soulever contre des pouvoirs corrompus et donc déclarés impies, etc. L'autre type, et j'ai pas le temps de revenir pour démonter devant vous cette théorie, mais je la mentionne parce que c'est une théorie qui continue d'avoir beaucoup de succès, entre autres parce que c'est une feuille de vigne, c'est-à-dire que ça permet aussi, y compris au gouvernement français, mais aussi au gouvernement de la zone, de se défausser de leurs responsabilités en disant en fait le problème, c'est l'importation d'une idéologie extrémiste wahhabite saoudien, ce qui n'empêche pas de demander du fric aussi aux Saoudiens pour les aider. Là-dessus, la duplicité est de mise. Mais l'intérêt de ce discours sur le religieux permet de se défausser des responsabilités politiques et ça permet aussi à l'ancienne puissance coloniale française de ne pas critiquer ouvertement ses alliés, même si aujourd'hui on commence à le faire parce que de toute façon on est arrivé à un point de rupture. Mais pendant longtemps on s'est retenu pour ne pas dire à quel point en fait nos alliés se comportent mal et étaient responsables en fait de la situation. L'autre grande théorie qui est proposée, c'est celle sur la pauvreté. On va dire bah oui, les gens se révoltent parce qu'ils sont pauvres et donc le remède ce serait l'aide au développement. Même si les intrants de l'aide internationale, souvent, en fait, vont créer de nouvelles sources de compétition, de nouveaux enjeux de compétition. Un des pays les plus aidés au monde, c'était le Rwanda en 1994, en termes d'aide par habitant, et on a vu ce que ça a donné. Ça n'a pas du tout permis de prévenir les conflits. Donc, il y a un peu des illusions sur l'aide au développement, mais là aussi, c'est un peu une feuille de vigne. C'est-à-dire, on dit, bon, on s'en va sur le plan militaire, mais on vous abandonne pas. On vous laisse avec de l'aide au développement qui n'a jamais permis de développer vraiment la zone. Mais ça permet en tout cas, et donc là le discours sur la pauvreté a aussi beaucoup de succès, et là aussi c'est une feuille de vigne qui permet de pas aborder la question du politique qui est vraiment fondamentale, qui est donc cette question d'État en crise, de contrats sociaux qui sont, disons, de plus en plus disputés depuis la période des indépendances où on était parti sur des modèles très républicains et très laïques. Donc en fait aujourd'hui, moi je pense qu'il est quand même plus que temps, et c'est vraiment l'objet de mon prochain bouquin, de parler effectivement pas seulement des défaillances de l'État, mais excusez-moi, j'ai un petit début de mal de gorge, mais des défaillances en matière de régulation des conflits, c'est-à-dire de recourir tout de suite à la force, qui est finalement une faiblesse, de ne pas savoir, puisqu'on n'a pas de justice, on n'a pas de maire, on a très peu de présence sur le terrain dans des zones rurales reculées, et donc on réprime de façon très sanglante, et tout le discours de la lutte contre le terrorisme n'ouvre pas d'autre voie à la négociation, donc ça permet aussi de justifier la répression. Là-dessus, la France a sa part de responsabilité, il faut bien le dire, et donc je propose en fait d'aborder devant vous cette espèce d'impensé de l'analyse des groupes djihadistes au Sahel, que sont les forces de sécurité et de défense africaines. C'est-à-dire que là, je pense qu'on fait au Sahel la même erreur qu'en Afghanistan. Je ne dis pas que le Sahel, c'est l'Afghanistan, c'est des trajectoires différentes, mais en Afghanistan, on s'est focalisé sur la négo avec les talibans et on l'a bien vu, le gouvernement afghan et son armée se sont effondrés en un rien de temps. Et aujourd'hui, la principale raison de la résilience des groupes djihadistes dans la zone, c'est qu'en face, il n'y a rien ou presque. D'accord ? Donc on ne peut pas comprendre, qu'on arrête de fantasmer en nous disant ces groupes sont résilients parce que c'est des fanatiques, ils sont endoctrinés, ils sont prêts à braver la mort. Et pire, c'est vrai, des soutiens de l'État islamique depuis Mossoul ou que sais-je encore, ou d'Al-Qaïda de je ne sais pas où. Non, ils sont résilients parce qu'en face, il y a
Vraiment pas grand-chose. Donc je crois qu'il est quand même plus que temps d'aborder cette impensée, parce que tous les livres qui sortent sur les groupes djihadistes, et j'en ai moi-même commis, ne parlent pas en fait de ce qu'il devrait y avoir en face et qu'il n'y a pas. Donc c'est un peu ce... Et comme aujourd'hui on a la mode du coup d'État militaire, puisque donc les militaires sont revenus au pouvoir, alors moi je parle du Grand Sahel, hein. Les militaires n'ont jamais vraiment quitté le pouvoir en fait en Érythrée, hein, depuis l'indépendance en 91-93. Le Soudan, ils ont repris le pouvoir. Donc le Tchad, vous avez un coup d'État constitutionnel où en fait le fils d'Idriss Déby, qui a d'ailleurs vraisemblablement été tué par son armée, a repris, mais sans aucune élection, a repris les rênes du pouvoir. Donc les putschistes sont revenus au pouvoir au Mali, coup sur coup, hein, premier coup d'État en 2020, un contre-coup en 2021, avec aujourd'hui une junte dirigée par un certain Goïta. Et puis la Guinée-Conakry également, hein, et le Burkina Faso encore plus récemment. Là aussi, les militaires sont revenus au pouvoir. Et ça, c'était des choses que on trouvait un peu ringarde dans la zone. Enfin, ça datait de la guerre froide, effectivement, du temps de la guerre froide. Énormément de pays africains étaient gouvernés par des juntes militaires. Mais depuis, il y avait eu cette vague de démocratisation, souvent un peu superficielle, mais en tout cas, il y avait des élections, parfois des alternances de pouvoir. Hein, on en a vu au Nigeria, on en a vu au Sénégal, mais le Sénégal n'avait jamais connu de coup d'État militaire. Mais en tout cas, on n'était plus habitué à ce que ce soit des militaires qui soient au pouvoir, avec toute leur incompétence connue pour ce qui est de la gestion administrative des pays qui sont censés gouverner. Donc, je crois qu'il est plus que temps de revenir effectivement sur ce point précis que sont les forces de défense et de sécurité au Sahel. Alors, je voudrais tout de suite, là aussi, préciser une chose, il faut éviter les amalgames. Hein. La situation au Mali est très déliquescente, très inquiétante, mais c'est pas le Niger, et c'est pas le Burkina Faso non plus. Donc, on peut pas mettre tous sur le même plan en disant tous ces pays sont pauvres, victimes de la sécheresse, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'en ce moment, on est plutôt dans une période de reverdissement du Sahel, contrairement au discours lancinant que l'on vend à toutes les bonnes sauces. Donc, encore une fois, j'invite à ne pas faire d'amalgame. Par exemple, la Mauritanie s'en sort pas mal du tout. C'est-à-dire que là, le départ de l'armée française ne changera rien en Mauritanie. L'armée mauritanienne est déjà en charge pour plein de raisons, et je serais ravi de répondre à vos questions tout à l'heure si vous voulez savoir pourquoi il y a une exception mauritanienne et pourquoi ça marche bien. Le Niger, pour plein de raisons aussi, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon j'avancerai pas, mais s'en sort pas si mal, en tout cas pour l'instant. Et là aussi, il y a des raisons bien précises qui peuvent l'expliquer. Mais effectivement, Mali, Burkina, Tchad, là, il y a de quoi être beaucoup plus inquiet. En dépit de ces différences, effectivement, ces forces de défense et de sécurité affrontent des problèmes communs. Il y a des défis communs. Alors le premier, c'est qu'il s'agit de guerres asymétriques contre des groupes insurrectionnels. Il faut arrêter de parler de groupes terroristes. C'est des groupes qui commettent des atrocités, des crimes de guerre. Parfois, peut-être on peut ça c'est les juristes qui nous diront, les considérer comme des crimes contre l'humanité. Donc, du point de vue du droit, des violations parfois massives du droit international humanitaire. Ceux qui les combattent commettent aussi des violations massives du droit international humanitaire. Hein, je tiens quand même à le préciser. Peut-être un rappel. En fait, c'est un rappel, mais les gens n'ont pas du tout capté ça en France. C'est hallucinant. Au Mali, au Burkina, maintenant, on arrive bien à le calculer. Nous, ça fait des années qu'on l'a calculé sur le Nigeria avec une base de données qu'on a donc contre Boko Haram avec l'armée nigériane. Mais là, maintenant, c'est officiel aussi au Mali et au Burkina. Les forces gouvernementales tuent plus que les groupes djihadistes. D'accord? Ils tuent plus que les groupes djihadistes. Donc, c'est quoi la force d'instabilité? Moi, je dis depuis le début que les forces de défense et de sécurité font partie du problème. Bien autant, voire plus que de la solution. Donc, ils tuent énormément de gens. Évidemment, à chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous créez du ressentiment et donc vous alimentez le conflit. Donc là, l'idée de dire que l'on combat des groupes terroristes, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, je vous le disais tout à l'heure, faites face à des groupes insurrectionnels qui se fondent dans la population, qui sont invisibles. C'est très difficile d'extirper ce qui relèverait vraiment à proprement parler du terrorisme. Et en plus de ça, le fait de qualifier ces guerres de lutte contre le terrorisme, c'est d'ailleurs un oxymore sur le plan du droit, parce que le terrorisme n'existe pas dans le droit international humanitaire. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de convention internationale. On ne s'est pas mis d'accord pour définir ce qu'est le terrorisme. Donc, aux Nations Unies, il n'y a pas de convention définissant ce qui relève du terrorisme. Et vous regardez les blacklists, les listes noires des groupes terroristes d'un pays à l'autre, entre les Émirats Arabes Unis, la Turquie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Union Européenne ou la France, c'est pas les mêmes noms. C'est pas les mêmes noms de groupes qu'il y a dessus. Donc, très clairement, les terroristes des uns ne sont pas les terroristes des autres. De Gaulle était un terroriste en 42, Nelson Mandela était un terroriste en 1963. C'est un qualificatif disqualifiant. Le problème qu'on a au Sahel,
c'est que bon, on cherche à diaboliser ces groupes qui sont diaboliques, hein, il y a absolument aucun doute là-dessus, mais du point de vue du droit, en fait, vous vous privez d'un outil de la lutte contre-insurrectionnelle, puisque vous dites non, je combats pas des groupes insurrectionnels, je combats des groupes terroristes, donc vous vous privez des outils traditionnels de la lutte contre-insurrectionnelle, notamment qui veillent à protéger les civils et à gagner les cœurs et les esprits. Ce que du temps de la guerre froide, on appelait les stratégies de WAM, Winning the Hearts and Minds. Et donc, effectivement, on met en œuvre aussi dans les guerres contre-insurrectionnelles des procédures de démobilisation. Et là, on vous dira, ah non, c'est de la déradicalisation. La déradicalisation n'est pas la démobilisation. La démobilisation, elle se joue concomitamment ou après des accords de paix. Elle vise, la démobilisation, à asseoir la paix. Pas la déradicalisation qui se joue en même temps que les hostilités se déroulent. Donc, il n'y a pas non plus, c'est pas un enjeu de négociation, la déradicalisation. C'est l'idée qu'on va extirper des esprits le mauvais islam, et je suis pas sûr qu'on soit toujours très très qualifié pour le faire. Mais effectivement, on n'est pas du tout dans les modalités classiques des Nations Unies sur ce qu'on appelle le DDR, démobilisation, désarmement, réhabilitation, puisque c'est pas un outil de négociation. Et Macron ne cesse de le répéter. On ne négocie pas avec les terroristes. Donc, on se prive, en fait, d'un des outils de la lutte contre-insurrectionnelle, qui est de jouer à la fois sur la carotte et sur le bâton. En disant, on vous tape dessus, mais en même temps, si vous êtes gentil, que vous acceptez de déposer les armes, on va négocier, on va essayer de trouver un arrangement. Là, non. C'est des groupes terroristes, donc la seule solution, c'est le tout militaire, le tout répressif. Et ça, c'est un vrai problème depuis le début, et la France a une grosse part de responsabilité, puisque avant le coup d'État de 2020, déjà, les Maliens s'étaient mis d'accord pour accepter de négocier avec les djihadistes maliens. Pas les djihadistes étrangers qui viennent du Sahara occidental ou bien d'Algérie, etc., mais les djihadistes maliens. Et en fait, le président nigérien Bazoum, que je connais bien, on discute aussi, et lui aussi a entamé des négociations avec les groupes djihadistes, même si tout ceci se fait, c'est aujourd'hui officiel, c'est pour ça que je peux le dire, mais même si tout ceci se fait évidemment de manière extrêmement discrète, en réalité, les pays de la zone sont déjà sur l'optique d'une négociation. Mais dans la phraséologie officielle de la communauté internationale et de la France, on ne négocie pas avec les terroristes, ce qui est un petit peu absurde parce qu'en fait, quand il y a un otage qui est pris, on négocie avec des groupes terroristes pour des échanges de prisonniers ou d'argent. Mais l'idée, c'est évidemment de savoir qu'est-ce qu'on va négocier. Et là, l'idée, c'est d'élargir le périmètre de la négociation, de trouver des interlocuteurs. Et encore une fois, si tout à l'heure on a un peu le temps, je serais ravi de répondre à vos questions sur les enjeux de la négociation. Mais en attendant, voilà, le défi commun de ces armées, de ces forces de défense et de sécurité, j'inclus aussi les polices et la gendarmerie et leurs ministres paragouvernementales, c'est effectivement d'être engagé dans des guerres contre-insurrectionnelles, des guerres asymétriques, où les forces gouvernementales ont une puissance de feu supérieure, ce qui mathématiquement explique aussi qu'ils tuent plus. Ils ont notamment accès à une armée de l'air, ce qui n'est pas le cas des groupes insurrectionnels. Donc quand vous bombardez un village, oui, vous tuez beaucoup plus de gens que si vous y allez à la machette sur le terrain. Donc ça, c'est un premier défi commun. Le deuxième, c'est que ces forces de défense et de sécurité partagent il y a deux dimensions qui permettent d'appréhender leurs défauts, une qui est active et l'autre qui est passive. Alors la dimension passive, c'est ce que ces armées devraient faire mais qu'elles ne font pas. Et donc en l'occurrence, elles ne protègent pas les civils. Et donc les civils n'ont pas d'autre choix que de passer des accords avec les groupes djihadistes pour continuer à vivre, à faire circuler leurs troupeaux, à ouvrir les marchés, à aller tirer de l'eau au puits. Voilà, on vous demande de payer la zakat. La dîme religieuse, oui, on va la payer, mais c'est parce que vous n'êtes pas protégé par l'État. Vous n'avez pas le choix, en fait. Vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. Parce qu'évidemment, après, j'ai des récits abominables sur la frontière Niger-Nigeria. Boko Haram passe dans un village en disant « Donnez-nous à manger, sinon on va vous tuer ». Et quelquefois, ils vont même prendre des jeunes pour les forcer à combattre avec eux. Et ensuite, l'armée passe en disant « On a vu Boko Haram passer chez eux, vous les avez nourris, donc vous êtes des collaborateurs de Boko Haram, allez, on vous tue ». Donc voilà, je veux dire, c'est ça. Il faut comprendre c'est quoi la réalité du terrain, parce que là on en parle très très loin, mais il faut voir les récits que l'on vous apporte du terrain et qui permettent de mieux comprendre aussi ce qui se passe. Alors, les armées sont aussi défaillantes par ce qu'elles font et qu'elles ne devraient pas faire. Donc, je disais, c'est tout à l'heure, de façon passive, c'est ce qu'elles ne font pas mais qu'elles devraient faire. Là, c'est ce qu'elles font mais qu'elles ne devraient pas faire. En l'occurrence, tuer énormément de civils. C'est hallucinant, on ne se rend pas compte. Donc, si vous aimez la décapitation des djihadistes, alors là, vous allez adorer le démembrement des corps dans les prisons, dans les geônes, dans les casernes de l'armée nigériane, de l'armée malienne, avec le groupe Wagner plus à présent. Il y a déjà suffisamment de documentation qui commence à sortir. Là, vous avez toute la panoplie de tortures que vous pouvez imaginer dans vos pires cauchemars. Donc voilà, à chaque fois que vous tuez un civil, en fait, vous alimentez le conflit. Vous créez du ressentiment, donc des jeunes
vont aller chercher protection auprès des groupes djihadistes, parce que sinon, à partir du moment où vous êtes un jeune de sexe masculin adulte, vous risquez d'être soupçonné de terroriste, d'être arrêté, et on ne vous reverra jamais. Donc, il y en a qui vont chercher protection dans les groupes djihadistes, et d'autres qui vont effectivement s'y venger. Venger la sœur qui a été violée par un flic dans un camp de déplacés à Maïdougouri au Nigeria, venger, moi j'ai des histoires concrètes, hein, c'est pas des trucs que je vous raconte en l'air comme ça, venger le frère qui a été tué alors qu'il n'était pas du tout combattant, mais on l'a mis dans une geôle qui devait tenir 20 détenus, il y en avait 150, donc ils sont morts étouffés, ou bien on l'a torturé, bon voilà, je veux dire, c'est ça la réalité des guerres au Sahel aujourd'hui. Hein. Donc, ces armées contribuent à alimenter les conflits, d'accord ? C'est indéniable, mais c'est évidemment quelque chose que l'ancienne puissance coloniale française ne pouvait pas dire tant qu'elle est présente sur le terrain, surtout que pendant ce temps, on fait des formations militaires qui ne servent absolument à rien, et qui permettent de dire qu'on fait quelque chose. Et pour les bailleurs de fonds, l'Union européenne, c'est toujours utile de dire qu'on dépense beaucoup d'argent pour former l'armée malienne. Former à quoi ? Les Américains ont formé le capitaine Sanogo à la lutte antiterroriste. C'était avant 2012. Le capitaine Sanogo a fait le putsch qui en fait a démis le président ATT qui ne se représentait pas. On était à 2 mois des élections. Et le capitaine Sanogo a entériné le retrait complet de l'armée du Nord-Mali qui a permis aux groupes séparatistes et djihadistes de s'emparer du pouvoir en 2012 à Gao, Tombouctou et Kidal, entraînant ensuite l'intervention militaire française en janvier 2013. Et ça, c'est quelqu'un qui avait été formé à la lutte antiterroriste. J'aimerais bien un jour que nos parlementaires se saisissent du dossier, parce que pour l'instant, j'ai pas été époustouflé par la capacité d'investigation de nos parlementaires, surtout si je compare au rapport au vitriol qu'ont fait leurs homologues aux États-Unis et en Grande-Bretagne sur les interventions militaires britanniques ou américaines, qui en Afghanistan, qui en Libye, qui en Irak. Il faut les lire, ces rapports. Ah, c'est pas très gentil pour les gouvernements en place. Nous, calme plat. Et puisqu'on parlait, on voyait tout à l'heure François Hollande en février, le 8 mars 2013, c'est la journée de la femme. Il a un discours, il est à la Cité de la Musique, il a un discours aussi où il dit « On est intervenu au Mali pour libérer les femmes, parce qu'elles étaient voilées ». Ah bon? Ok. Ouais, alors ça, c'est la guerre de civilisation. Là, il y a beaucoup de boulot à faire. Et c'est d'ailleurs ce que le Parti socialiste avait reproché à Sarkozy en 2008, au moment où le Parlement devait voter la poursuite des opérations militaires de la France en Afghanistan. Et Sarkozy avait dit oui, on poursuit Ben Laden, mais on est aussi là pour aider l'Afghanistan à se démocratiser et dévoiler les femmes. Et à l'époque, le PS avait dit à juste titre, enfin, attendez, vous nous embarquez dans une guerre de civilisation, on va pas aller sacrifier des hommes pour permettre aux femmes afghanes de ne plus porter le voile. C'est pas l'intérêt national. Donc là, on a ce discours de Hollande, mais qui va plus loin encore. Le 8 mars 2013, un discours, personne n'a rebondi là-dessus. Le 8 mars 2013, il dit donc on intervient pour libérer les femmes maliennes, ok, super. Et puis en plus, on intervient parce que les djihadistes ont commis des massacres de femmes et d'enfants. Ah bon? Ils ont commis Mais où, Monsieur le Président? Moi, j'attendais un peu cette question de la part de nos braves journalistes qui sont, n'est-ce pas, dans l'investigation. Pas une question. Pour vous. Alors, si vous trouvez un massacre, donc on est le 8 mars 2013, un massacre commis par des groupes djihadistes, un massacre de femmes et d'enfants dans le nord du Mali, justifiant l'intervention militaire française. Vous me dites, s'il vous plaît, hein, parce que moi, j'ai beau chercher, j'ai toujours pas trouvé. Rien. Pas une question. Rien du tout. Silence assourdissant. Donc voilà, on est un peu dans cette espèce d'effet d'hébétement de la lutte contre le terrorisme qui permet de faire passer des discours qui auraient dû poser des questions, comme on en a vite posé. La presse américaine a très vite, les médias américains ont très vite demandé à George Bush, vous nous avez dit que vous interveniez en Irak parce qu'il y avait des armes de destruction massive, elles sont où? Ça n'a pas duré 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il y avait cette question. Mais elles sont où, vos armes de destruction massive? C'est ça. Vous avez justifié l'engagement de l'armée américaine en 2003 en Irak parce qu'il y avait des armes de destruction massive. Elles sont où? Là, il n'y a pas une question pour dire, Monsieur le Président, donc on intervient sur des... Elles sont où ces massacres de femmes et d'enfants? Il y a eu un massacre qui est à Aguelok où ce sont des soldats maliens qui ont été désarmés et qui ont été exécutés sur place. Là, il y a eu un massacre, pas de femmes et d'enfants, pas de civils, c'était des soldats, mais qui ont été désarmés. C'est une violation du droit international humanitaire. Ce crime doit être puni, mais on ne sait toujours pas, il n'y a eu aucune commission
d'enquête qui a fourni un rapport pour savoir qui avait tué ces gens. Et il y a de très très fortes présomptions qui pèsent sur le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, pour avoir commis ce crime et non pas les groupes djihadistes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi-même, je ne suis pas enquêteur, donc simplement, je dis que ce massacre-là qui a existé, c'était un massacre de soldats maliens, pas un massacre de femmes et d'enfants. Alors peut-être qu'il y a une confusion, l'esprit de François Hollande, j'en sais rien, mais enfin quand même, entre des femmes et des enfants et des soldats, a priori, c'est pas exactement la même chose. Et ce massacre n'a jamais été élucidé, et il y a de fortes présomptions qui pèsent sur les séparatistes touaregs. Alors je crois qu'il y a deux mots-clés pour comprendre les défaillances des forces de sécurité au Niger. Ils sont simples, ces mots, c'est la corruption et l'impunité. Voilà. Et là, vous avez une lecture de la conflictualité au djihad que vous n'avez pas ailleurs. Parce qu'on va vous dire Al-Qaïda, l'État islamique, l'endoctrinement islamiste, le wahhabisme, la pauvreté, puis tous ces pauvres Africains sont pauvres, c'est pour ça qu'ils se révoltent, on leur donne un peu d'argent et se mettent une ceinture de bombes et ils vont se faire exploser contre une caserne ou une mosquée. Bon, ça c'est le discours que l'on voit très très souvent. Le discours qu'on ne voit pas, et c'est pour ça que j'en fais un bouquin, c'est effectivement la corruption et l'impunité qui gangrènent les forces de défense et de sécurité. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que, d'abord, la solution n'est pas seulement technique. Le dernier rapport parlementaire sur la crise sur Barkhane est, de ce point de vue, à mon avis, complètement décalé par rapport à la réalité du terrain. Il dit, ah oui, il faut former les armées africaines, donc il faut fournir plus d'équipements, enfin le discours classique, il manque d'argent, donc il faut les financer, etc., et les former, ils ne sont pas professionnels. Non, c'est pas l'argent qui manque, c'est la volonté politique, et effectivement, mettre un terme à l'impunité tant des officiers que des soldats qui tuent des civils, mettre un terme à la corruption qui font que les achats d'armes ne sont pas honorés, que les soldes ne sont pas payés, donc le moral des troupes sur le terrain est extrêmement bas. Donc moi, les récits que j'ai, c'est qu'effectivement, les soldats, ils ont que 4 balles, donc ils tirent les 2 premières, et puis ensuite, ils abandonnent tout, et puis ils s'en vont, et les groupes djihadistes n'ont plus qu'à se servir. C'est open bar. Hein. On arrête de fantasmer sur la crise libyenne, parce que ça, l'armée française, quand elle est remontée au nord, l'essentiel des armes trouvées dans les caches des djihadistes, c'était des armes qui avaient été prises à l'armée malienne. Mais encore une fois, servez-vous, puisque en fait, les officiers craignent, comme les soldats, il y a des mutineries de temps en temps de soldats contre les officiers. Alors c'est de plus en plus difficile parce que c'est souvent des armées haïtiennes où il y a autant de commandants que de soldats, mais voire plus de commandants. Mais il y a aussi des mutineries, il y a un manque de confiance parce que les soldes sont détournés, parce que les officiers n'ont pas forcément au front, ils envoient au front de manière inconsidérée les hommes qui ensuite reviennent avec des pertes considérables. Au Nigeria aujourd'hui, on en est justement effectivement à supprimer les permissions, les droits à la retraite, parce qu'on a beaucoup de mal à renouveler les effectifs. Et donc il y a ce ressenti, et du coup les officiers eux-mêmes se méfient, quoi qu'il en soit, de leur capacité à fournir des armements. Ils se méfient de leurs hommes en disant que du coup ils vont vendre leurs armes à l'ennemi, et certains le font effectivement pour trouver un compromis ou pour faire un peu d'argent parce qu'il faut bien manger. Hein. La grande histoire qu'il y a eu récemment au Burkina et qui a justifié le coup d'État militaire, c'est un peu étonnant parce que ça soulignait justement les problèmes de corruption à l'intérieur des forces de défense et de sécurité. C'était au sein de la gendarmerie où les gars n'étaient plus nourris. Il n'y avait plus de ravitaillement. Donc, ils devaient aller chasser eux-mêmes en brousse. Et c'est sur un poste un peu isolé, là, dans le nord-nord-ouest du Burkina Faso. Et donc, ne recevant plus de ravitaillement, ils épuisaient leurs dernières balles, mais sur le gibier, quoi. Faut bien manger, hein, il y a un moment. C'est ça, concrètement, les forces de défense et de sécurité en Afrique subsaharienne. Donc, la corruption, hein, qui explique beaucoup de choses sur l'incapacité des forces de défense et de sécurité à agir sur le terrain, et l'impunité, hein, la faiblesse des chaînes de commandement. Les états-majors ne sont pas obéis des officiers supérieurs qui eux-mêmes ne sont pas obéis des soldats, hein, parce que pour plein de raisons, y compris d'ailleurs le népotisme, hein, qui fait qu'on ne recrute pas toujours les militaires les plus professionnels ou les plus aptes, mais ceux qui sont copains avec l'état-major ou qui ont un droit d'entrée, un passe-droit, qui du coup d'ailleurs ne seront pas déployés sur le terrain. Ils vont toucher leur salaire mais sans avoir à faire la guerre, etc. Bref, on voit, il y a là un enjeu, un chantier énorme que l'Union européenne, ni la France ni l'Union européenne ne sont en fait à même de pouvoir gérer. Hein, c'est au-delà de nos compétences. Alors effectivement, on critique beaucoup les présidents en place, qu'ils soient élus ou non, pour leur incapacité justement à sévir sur leurs propres forces armées.
Le problème qu'ils ont, quoi qu'il en soit, de leur volonté politique et façon de se débarrasser de se défausser de leur responsabilité, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils craignent eux-mêmes le coup d'État et la mutinerie. Donc, ils sont pas forcément en capacité eux-mêmes de sanctionner les officiers déviants. Et ça, c'est un vrai problème, mais pas seulement pour les présidents élus. Pour le président tchadien, Idriss Déby, qui arrive au pouvoir par un coup de force en 1990 et qui a été tué en 2021 officiellement par des groupes rebelles. Lui-même avait une stratégie qui consistait à changer de chef d'état-major tous les ans. Alors ça peut sembler un peu surprenant. En fait, il le faisait pour empêcher que ces chefs d'état-major n'aient le temps de construire leur réseau et de pouvoir monter un coup d'État contre lui. Alors, d'autres, comme autrefois Compaoré au pouvoir au Burkina Faso avant 2014, avaient créé aussi sa propre garde prétorienne, qu'on appelait le régiment présidentiel de sécurité. Le président Biya, qui est toujours au pouvoir au Cameroun, qui fait partie d'une autre coalition qui regroupe deux des pays du G5 Sahel, Tchad et Niger, mais il y a aussi le Cameroun et le Nigeria. Alors Paul Biya au pouvoir, lui, il est au pouvoir au Cameroun depuis 1982. C'est un éminent démocrate africain, un de nos alliés, parce que l'intérêt de la lutte contre le terrorisme, c'est que ça permet aussi de faire taire les critiques contre le caractère peu démocratique des régimes en place. Et lui a mis en place les BIR, les brigades d'intervention rapide, qui sont beaucoup mieux payées que l'armée professionnelle. Et en fait, on est face à des situations où les pouvoirs en place, les présidents en place, non seulement n'ont pas la capacité à sanctionner les officiers défiants, à mettre fin à un terme à la corruption sans finalement mettre en péril leur propre pouvoir, mais ils se méfient de leurs propres forces armées. Ça aussi, il faut l'avoir dans le radar. C'est un vrai problème. Alors, on peut se dire que l'intérêt de la France, c'était de pouvoir sécuriser au moins ses présidents, de leur fournir une garde prétorienne. Aujourd'hui, ça va être plutôt le groupe Wagner. Alors, c'est amusant parce que on fait souvent des présentations sur le Mali et c'était vendredi dernier, j'étais avec des Maliens à la tribune à l'université Paris 1. On parlait de ces problèmes. Alors moi, je disais que le groupe Wagner, vous en avez sûrement entendu parler, ceux qui sont présentés comme les mercenaires russes, servent ont été appelés par Goïta, pas tant pour faire la guerre contre les groupes dits terroristes au nord, de toute façon ils n'ont pas la capacité de le faire, mais plutôt pour sécuriser le pouvoir de Goïta, qui craint lui-même le contre-coup d'État, parce que lui-même a mené un contre-coup d'État, donc il sait très bien de quoi il parle. Donc que Wagner lui sert aussi de garde prétorienne. Et on m'a dit, les collègues maliens m'ont dit, mais c'est encore plus subtil que ça. C'est-à-dire que Wagner fait quelques escarmouches avec des groupes djihadistes, sinon ils vont massacrer des civils dans le centre du Mali. Donc ça permet vaguement d'endiguer, et tant que les Français sont là, a priori c'est endigué. Et ça permet du coup aussi à Goïta de recentrer son armée et d'acheter les loyautés au sein de l'armée pour se constituer, puisque l'armée malienne n'a plus besoin de combattre, d'autres le font à sa place. Et donc ça permet aussi de reconstituer au sein de l'armée malienne une garde prétorienne qui sera fidèle au président et qui permettra d'éviter les coups d'État. Bref. Je crois qu'il est temps aujourd'hui, mais je vais m'arrêter peut-être là-dessus parce que ça soulève beaucoup de questions. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de repenser aussi nos coopérations militaires, à quoi elles servent, ce à quoi elles ont abouti. Très souvent, nos coopérations militaires, je parle de la France, mais l'Union européenne est beaucoup à la manœuvre avec ce qu'on appelait le UTM, qui a formé l'armée malienne, y compris des gens qui ont massacré des manifestants qui protestaient contre des fraudes électorales en 2018-2019. Là, je me rappelle plus de la date exacte. Donc, il y a des vraies questions à poser sur les résultats obtenus par nos coopérations militaires. Je crois que ça va même au-delà du cas de la lutte contre les groupes qualifiés de terroristes et de djihadistes. Pour l'instant, on est souvent sur des modes d'évaluation du type on a fourni tant d'heures de formation, on a donné tant d'équipements, donc on considère qu'on a rempli le contrat d'objectif. Si je regarde le déploiement des forces de défense et de sécurité, leur fonctionnement sur le terrain, je trouve qu'il y a encore une bonne marge de progression. Mais voilà, je laisse ça à votre appréciation. Merci de votre écoute. Bien. Merci Marc-Antoine. On va donc ouvrir le débat avec ceux qui sont ici et ceux qui, je ne les oublie pas, qui sont en ligne. Mais je vais me permettre juste une question presque naïve, mais en fait, ça renvoie à bien d'autres situations. C'est que tu évoquais des contacts que tu as pu avoir avec le Quai d'Orsay, par exemple, ou avec des officiels. Il se trouve que nous, à l'IREMO, on a assez régulièrement des contacts de ce type, disons officiels à différents niveaux. Et je suis toujours frappé de ce décalage qu'il y a entre ce qu'on peut savoir à travers des spécialistes de tel ou tel terrain et des analyses
qui sont faites. Et quelquefois, il faut le dire, les analyses qui sont faites, par exemple, au Quai d'Orsay, sont absolument pertinentes, mais ça ne se traduit pas du tout en décision. Alors, c'est toute la question de la politique étrangère française. On va pas se lancer là-dedans, mais moi, ça m'a beaucoup frappé, quoi. Et il y a, au sein des affaires étrangères, notamment, des gens extrêmement compétents qui connaissent bien les sujets. Et puis, il faut traverser la Seine pour que la décision soit prise. Et la Seine, nous amène à l'Élysée. L'Élysée, c'est une petite équipe de diplomates. Il faut bien voir ce que c'est, hein. C'est quelques personnes qui sont en charge. Alors, moi, je connais pas l'Afrique, mais je connais un peu d'autres régions. Et c'est frappant de voir qu'ils sont seuls ou deux ou trois à essayer de réfléchir ensuite et le président qui décide, quoi. Et les militaires eux-mêmes sont quelquefois en situation difficile. Je me souviens, alors je vais pas citer de nom comme l'amiral Guibault par exemple, je vais pas le citer, trop tard, je l'ai lâché. Mais on l'a invité dans un de nos colloques et avec beaucoup de franchise, il avait quitté sa fonction de chef d'état-major des armées françaises quand même. Et il disait mais qu'une intervention militaire, c'est toujours extrêmement dangereux, enfin dangereux au sens politique et sociologique du terme, pas simplement au sens militaire, parce que on intervient à un moment donné sans savoir ce que sera le jour d'après et sans connaître ce qui était les jours d'avant, quoi. On arrive ponctuellement et donc on est vite en difficulté. Et c'est au plus haut niveau, ils le savent tout ça, donc ils ont connaissance de ça. Et j'imagine que sur le terrain, ma question va arriver un quart d'heure après. Sur le terrain, il est bien clair que ce que tu dis, ils doivent quand même le sentir et le voir. Donc ma question, ça y est, elle arrive. Comment est-ce que sachant tout cela, sachant toutes ces contradictions et malgré tout ces retours d'information et d'intelligence quand même, comment est-ce que finalement ça ne se traduit pas dans les décisions? Il faut attendre une catastrophe, parce que quand même ce qui se passe depuis 2 ans, c'est une catastrophe, pour que la décision soit prise. Et encore, on n'a pas pris la décision, on a réagi. Autrement dit, on a réagi pour y aller et on réagit pour partir. Qu'est-ce que tu en penses? Alors d'abord, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça pose beaucoup de questions, l'affaire Barkhane, sur les modalités de décision d'une intervention militaire et du désengagement militaire après. Il y a aussi une lecture à faire. D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de pub sur alors c'est pas mon bouquin, c'est un bouquin dirigé par des collègues, Johanna Siméon, Pono, j'espère ne pas. J'ai eu l'occasion d'évaluer le livre. Là, il vient de sortir, je viens de le recevoir. C'est justement tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'opération Barkhane. Ils ont interviewé Hollande, ils ont interviewé les militaires. Alors certains sont anonymisés évidemment sur le processus de décision en janvier 2013. C'est passionnant, passionnant. Et ça donne déjà un petit peu aussi des éléments de réponse à ta question. Alors pourquoi la décision n'est pas forcément prise? Alors, tu le soulignais, il faut que ça traverse la Seine, donc il y a des filtres énormes et beaucoup de diplomates s'en plaignent, sachant que structurellement, le MAE a été quand même très écarté sur les affaires africaines par le ministère de la Défense depuis 10-15 ans, hein, depuis même avant l'intervention. Donc ça, c'est vraiment un phénomène général. Le MAE est un ministère, c'est celui qui a perdu le plus, toute proportion gardée de son budget dans les coupes budgétaires que l'on réalise depuis une vingtaine d'années maintenant dans tous les secteurs de l'administration française. Donc c'est un ministère qui a à la fois souffert sur le plan budgétaire, sur le plan aussi de son écoute. Ils ont été dessaisis littéralement par les militaires. Un autre point, on en parlait un petit peu avant d'arriver aussi, c'est que effectivement sur le terrain, les gens savent. C'est-à-dire que quand je discute avec des militaires français, en off évidemment, ou avec des diplomates, il y en a beaucoup qui sont complètement d'accord avec mon analyse et qui pensent aussi qu'on aurait dû partir avant. Mais ils peuvent pas le dire officiellement. On arrive même dans ce paradoxe où on a des réunions, je sais pas quoi, à l'IRSEM, au CAPS, où finalement le chercheur dit ce que les autres pensent mais n'ont pas le droit de dire. Et donc on est instrumentalisé mais à bon escient. On est d'accord pour le faire, hein, évidemment, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc il y a aussi un peu, je trouve, un problème de la capacité à écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et on a des cas assez étonnants qui nous renvoient même à l'affaire du Rwanda, avec le rapport qui est sorti très volumineux, qui montrait qu'il y avait quelques diplomates qui s'étaient opposés à l'opération turquoise, qui ont été promptement écartés, dont un qui s'appelait Anfray, qu'on a retrouvé ensuite comme ambassadeur au Niger et qui a été viré par le président Issoufou du Niger, parce qu'il parlait, cet ambassadeur, de la corruption du gouvernement nigérien. Donc, c'est toujours les mêmes. C'est peu convenable. Et là, il a fini par être promu, quand même. Là, je veux dire, c'est quelqu'un qui a tenu bon, donc bravo, chapeau à lui. Mais c'est vrai que ce qu'on voit dans le cas du Mali, c'est que il y a aussi, je pense, une forme d'auto-endoctrinement, de fanatisme républicain
de la part de nos élites, de nos décideurs. Du temps de la guerre froide, quand on combattait des mouvements de libération nationale, alors dès qu'il y a le mot national en France, on connaît, sur révolution, tout ça, ça pose pas de problème, le mot national. Des groupes d'inspiration marxiste, bah oui, on connaît, on est aussi baigné dans ces valeurs de lutte sociale. Donc il y avait une compréhension et il y avait aussi une sorte d'empathie parfois en fait. On combattait ces groupes, mais on les comprenait. Là, sur les groupes djihadistes, on comprend rien. Mais rien, on est vraiment sur des valeurs complètement opposées. Et donc, il y a un côté civilisationnel de la part de certains. Et ça, je l'ai vu chez certains militaires. Certains sont opportunistes, ils disent, bon, bah, on va profiter de l'engagement militaire au Sahel pour justifier le budget. Il y a eu vraiment, parce que le livret blanc de la défense était en discussion en 2012 avant l'intervention, et il était prévu à l'époque, quand le PS est arrivé au pouvoir, de fermer les bases permanentes militaires au sud du Sahara. L'opération Serval puis Barkhane ont permis de mettre complètement à la poubelle cette idée de fermer. Il n'est plus question aujourd'hui de fermer ces bases militaires, même si dans les années à venir, ça va peut-être revenir sur le devant de la scène, cette histoire. Donc il y a eu quelques militaires qui trouvaient que cet engagement permettait avait un intérêt politique et budgétaire, mais il y avait aussi, alors il y a une petite minorité à mon avis, mais j'ai du mal à savoir, qui sont engagés dans une vraie guerre civilisationnelle. Ils y croient, ils pensent que c'est vraiment une guerre aussi contre un islam néfaste, radical, etc. Mais il y a aussi des gens très pragmatiques qui disent bah non, c'est fourvoyer. Et il y a beaucoup de militaires qui vous disent en off, il fallait partir au moment de la fin, et on partait là dignement, noblement, à la fin de Serval en juillet 2014. Ça faisait 1 an qu'on était là. Et on avait 3 objectifs, dont 2 qui n'étaient pas franchement écrits dans le mandat de l'opération Serval ou Barkhane, qui étaient aussi, rappelez-vous, pas seulement de lutter contre les groupes terroristes, qu'on avait à l'époque chassés. Bon, c'était reculer pour mieux sauter. Ils étaient dans les pays voisins, ils se reconstituaient, et puis ils étaient en train de se battre entre eux. C'était un peu le souci de notre intervention militaire, c'est que du coup ils avaient un ennemi commun, les croisés français, n'est-ce pas? Donc ils se sont ressoudés, et du coup ils ont formé le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alors qu'avant ils étaient en train de s'entretuer. Bon, ça c'est un des effets pervers de l'intervention militaire française, mais en tout cas c'est vrai que en 2013 on les a chassés du nord, et il y avait 2 autres objectifs qui étaient quand même aussi de restaurer la souveraineté du Mali dans le nord. C'était pas encore vraiment fait, mais aussi de rétablir l'ordre constitutionnel. Parce que le Diakondé Traoré que vous voyez là dans la vidéo avec, mais c'est rien, ça, c'est un monsieur qui a été nommé par la CEDEAO, il n'a aucune légitimité puisque c'était une bande de putschistes qui était au pouvoir et donc ils avaient défait le président et normalement c'est le président de l'Assemblée nationale qui aurait dû prendre la suite constitutionnellement et qui avait été dûment écarté. Donc il fallait rétablir l'ordre constitutionnel et la France a permis l'organisation des élections de juillet 2013 qui ont permis l'élection du président Ibeka. Qui était d'ailleurs un membre de l'internationale socialiste, donc déjà bien connu des réseaux de pouvoir en France à l'époque. Donc on avait ces objectifs et on les avait remplis aux 2/3, je dirais. On n'avait pas vraiment rétabli la souveraineté du Mali dans le Nord, elle n'a jamais été vraiment rétablie, mais en tout cas sur les 2 autres objectifs, on était bon. On partait dignement en juillet 14. Et c'est aussi une façon d'approcher les interventions militaires. Les interventions militaires, c'est un peu comme des blagues, les plus courtes sont les meilleures. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un des défis du militaire, c'est de ternir le terrain. Il y a un phénomène d'usure qui n'est pas propre à la France, au Sahel ou au groupe djihadiste, qui fait que de toute façon, des forces de libération, plus elles restent dans le temps sur le territoire où elles interviennent, plus elles sont perçues comme des forces d'occupation. Et ça n'a pas manqué avec les Français. Donc, si on intervient de manière courte, on règle pas tous les problèmes, mais on permet de mettre un point d'arrêt. Et ça, c'était fait en 2013-2014. Mais voilà, on a eu cette espèce de lubie, non seulement de rester au Mali, mais d'élargir aux 4 pays voisins. Ce qui est délirant, enfin, regardez la surface, c'est plus que l'Irak et la Syrie combinés. Donc, on a 5000 hommes déployés, mais ça veut dire qu'il y en a 1000 fonctionnels, parce qu'à chaque fois, vous avez un rapport aussi de logistique très important. Ils sont pas tous à l'action au même moment en train de patrouiller. Donc, en fait, il y avait quand même un défi très difficilement surmontable. Ce qu'on n'a pas encore, c'est le bouquin sur la transformation de Serval en Barkhane. Et ça, j'aimerais bien un jour qu'on ouvre les archives de l'Élysée pour savoir quelle mouche les a piqués, quelle mouche Tsensei les a piqués, quoi. Alors, je pense qu'il y a 2 choses qui jouent. Il y a donc cette espèce d'auto-endoctrinement qui aveugle avec des œillères, des massacres de femmes et d'enfants par des islamistes, même s'il n'y en avait pas eu. Donc, cette espèce de répugnance énorme face aux valeurs qu'incarnent les groupes djihadistes, qui du coup induit de la méconnaissance et une surréaction un peu vive sans réfléchir au coup d'après. Je pense qu'il y a ça. Et je pense qu'il y a aussi une espèce je me rappelle plus comment je l'avais nommé dans mon livre, une espèce d'orgueil post-colonial.
Il y avait un ministre des Affaires étrangères de Giscard d'Estaing qui disait que l'Afrique, c'est le dernier continent où on peut intervenir avec 500 hommes et changer le cours de l'histoire, hein, changer le gouvernement, etc. Je sais pas si c'était encore valide dans les années 70. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec 500 hommes, vous changez pas le cours de l'histoire en Afrique. Donc, il y a un peu aussi une illusion sur la surpuissance de l'ancienne puissance coloniale dans ces aires francophones et la capacité de la France à changer le cours de l'histoire. Non, et tu parlais de ma tribune, non, on est dans une situation d'impuissance. Une des raisons pour lesquelles on est intervenu en 2013, c'était aussi de montrer que la France était une puissance moyenne qui pouvait endiguer une menace présentée comme globale, et pourquoi pas aussi d'ailleurs les flux des migrants clandestins vers la Méditerranée, mais ça c'était pas dit officiellement. Et donc il y avait l'idée de justifier le fait que la France est un siège permanent aux Nations Unies. 8 ans après, on ne part pas de manière à justifier ce statut de puissance moyenne. Donc même ce discours sur la France est capable de régler les problèmes en Afrique, ce discours-là, il passe assez mal. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi une autre illusion dans le discours officiel qui était de dire la France était la mieux placée pour intervenir parce qu'elle connaissait le terrain et c'était ses anciennes colonies. Alors je voudrais rappeler que le Burkina Faso et le Mali du temps de la guerre froide étaient dans le camp anti-impérialiste. Le Mali était même franchement du côté de Moscou. Le Burkina Faso était non aligné avec le capitaine Sankara notamment, et que donc c'était des pays qui n'avaient plus de coopération militaire avec la France. Donc en fait, quand on intervient en 2013, on intervient sur un terrain vierge. Hein. À part nos visions satellitaires, nos cartes d'état-major, elles datent de 1960. Hein. Donc non, on n'était pas les mieux à même d'intervenir sur le terrain. Et en plus de ça, le fait que l'on soit l'ancienne puissance coloniale est en soi porteur de conflits d'intérêts et de problèmes. Et il existe aux Nations Unies une règle non écrite qui vient notamment du cas rwandais, où on avait déployé des casques bleus belges au début du génocide. Ça s'est très très mal terminé. C'était l'ancienne puissance coloniale du Rwanda. Et la règle non écrite des Nations Unies, c'est pour éviter les problèmes, il faut qu'il y ait des contingents qui ne soient pas de la nationalité de l'ancienne puissance coloniale, parce que ça induit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, de théories complotistes, sur l'agenda caché, la volonté de recoloniser les territoires, alors que ça n'a aucun intérêt économique pour nous, le Mali. Hein. Vous effacez le Mali de la surface de la planète, notre balance commerciale ne bouge pas d'un iota. Le seul intérêt économique qu'on avait dans la zone, c'est les mines d'uranium à Arlit. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être la carte? Oui, ben non, mais voilà, oui, ben on voit le Arlit, c'est là où il y a le G, hein, si vous voulez, de Niger. Donc très loin de Tombouctou. Donc si on est intervenu pour sauver nos intérêts économiques, apparemment le GPS de nos militaires était vraiment très très mal réglé. Et en plus de ça, les cours de l'uranium sont très bas, c'est quand même assez structurel, et les mines sont en train de fermer. Et Areva s'est désengagé du Niger. Donc non, on n'avait pas d'intérêt économique fort à intervenir sur la zone. Donc c'est pas ça qui fait qu'on est allé sur le terrain. C'était plutôt une question de démonstration de puissance. Voilà, de démonstration de puissance moyenne. Et 8 ans après, force est de constater que la démonstration n'a pas été faite, que du coup, certains de nos alliés se disent bah, on n'est pas un allié fiable parce qu'on s'en va, que nos partenaires de la communauté internationale, la communauté européenne, tu parlais de la force Takuba, avec des Estoniens ou des Danois qui, eux, n'ont jamais été... Il y a des Tchèques qui sont... Je dois aller présenter d'ailleurs mes recherches en Tchéquie parce qu'ils sont très intrigués par ce qui se passe au Sahel. Bah, si c'est ça les débuts de l'Union européenne armée, c'est une calamité, parce que la force Takuba a toujours été un tigre de papier et ne peut être qu'un tigre de papier. Vous pouvez pas mélanger 50 Tchèques, 50 Estoniens et 50 Danois et dire que vous allez faire mieux que l'armée française avec 5000 hommes face à des groupes djihadistes dans des zones qu'ils ne connaissent absolument pas. Alors si déjà il y a une mauvaise analyse qui est faite à l'Élysée, je vous dis pas à Prague ou à Riga ou à Tallinn ou à Copenhague, quoi. Je veux dire, voilà. Donc là, alors il y a eu d'autres cas. L'opération Artemis, que tout le monde a oublié et qu'en fait personne n'a jamais connue, qui était une des rares interventions militaires de la France en Afrique, qui à mon avis a un bilan positif, qui a permis d'éviter effectivement des massacres en Ituri, sur la frontière ougandaise, donc complètement à l'est de la République démocratique du Congo. À l'époque, c'était une intervention militaire de l'Union européenne avec comme nation cadre dirigée par la France. Et on avait des groupes à caractère génocidaire qui approchaient de la capitale locale qui s'appelait Bunia. On y a mis un frein. Et on a arrêté. Et ça a été une opération militaire européenne sous commandement français qui a fonctionné, qui a atteint son objectif. J'en parle parce que je vais peut-être vous paraître un peu défaitiste, mais là, Takuba, c'est vraiment un tigre de papier. Donc, s'il y a un exemple à donner pour des interventions militaires des pays européens, des pays de l'Union européenne,
d'ailleurs sous direction française, sous commandement français. Alors pensons plutôt à Artémis en 2003, mais surtout pas à Takuba, parce qu'alors là, c'est pas voilà. Bien, écoute, on va cette fois-ci vraiment, je me tais et on laisse là. Allons-y. S'il y a des questions en ligne, tu me dis. Tu enlèves la carte peut-être pour qu'on puisse. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour. Dans ce Sahel de l'Ouest francophone, oui, il y a deux pays qui semblent épargnés par le terrorisme et par le djihadisme, c'est la Mauritanie et le Sénégal. Vous y avez fait brièvement allusion en ce qui concerne la Mauritanie. Alors, d'une part, est-ce qu'il y a quand même des menaces qui pèsent sur ces pays? Et est-ce que c'est parce que on a affaire à des pays qui fonctionnent à peu près cohérents? Est-ce que c'est parce qu'il y a une forte emprise de l'islam confrérique qui crée une certaine cohérence dans ces pays? Donc, je suppose que vos réponses, elles vont être différenciées. Oui, elles vont être différenciées. Bon, merci. Peut-être me prendre deux, trois questions. Non, tu préfères comme ça. Déjà, okay. Celle-là, je vais avoir beaucoup de choses à dire. Donc, je préfère. Parce qu'il y a pas mal de gens qui demandent. Donc, pense aux autres qui veulent poser des questions. Oui, mais soit je fais une réponse lapidaire en disant non. Ça vaut le coup de s'enfoncer un peu dans la complexité. Enfonce-toi, mais pense aux autres. Mais j'essaye de pas m'en sembler. D'accord, voilà. T'enlises pas. Ouais. Joue pas les Barkhane. Ben là, j'en ai pour 8 ans, alors. Alors, la Mauritanie, plusieurs facteurs expliquent pourquoi. Il y a eu des attentats terroristes entre 2005 et, c'était quoi, 2009? 2011, bon, je sais plus. En tout cas, ça s'est calmé depuis. Plusieurs choses. Bon, d'une part, on a un élément démographique, c'est un pays moins peuplé et qui peut jouer en défaveur aussi de l'État. Mais l'État a une politique d'aménagement du territoire qui consiste à créer des villes nouvelles, qui se conjugue en plus à un boom minier sur l'or, qui permet effectivement de créer des cités administratives là où il n'y avait pas du tout de présence de l'État. Donc, il y a aussi un maillage de territoire qui est quand même davantage assuré finalement que du côté malien. Il y a une vision nationale du pays qui n'est pas du tout à Bamako, c'est très impressionnant. Et puis, ne l'oublions pas, c'est une république islamique. Et donc, ça permet de délégitimer le discours des djihadistes. En l'occurrence, les attentats ont été montés par ce qu'on appelait à l'époque le GSPC, qui venait d'Algérie, qui s'était réfugié dans le nord du Mali et qui attaquait la Mauritanie. On a retrouvé, il y a une autre thèse qui est avancée, mais à laquelle je ne crois pas. On a retrouvé, au moment de l'attaque de la maison de Ben Laden au Pakistan, on a trouvé des documents où Ben Laden, en fait, était d'accord pour négocier avec le gouvernement malien une espèce de modus vivendi, où finalement le GSPC aurait utilisé la Mauritanie comme base arrière pour éventuellement attaquer les autres pays de la région, en échange d'argent ou de libération de prisonniers djihadistes. Bon, au même moment, en fait, on n'a aucun élément de preuve du côté du gouvernement malien, même si c'est une histoire qui circule beaucoup au Sahel en disant, en fait, ils sont pas attaqués parce qu'ils ont fait un deal avec les djihadistes. C'est ça la réponse qui est proposée. Au même moment, la Mauritanie était le maître d'œuvre qui mettait en place la force antiterroriste, la coalition antiterroriste du G5 Sahel. C'est eux qui l'ont montée. Donc, il me paraît un peu surprenant que on accuse le gouvernement malien d'avoir donné des gages à Ben Laden au même moment où le gouvernement malien était vraiment à la manœuvre, entre autres pour se dessaisir du Sénégal, parce qu'il y a des vieux conflits entre Sénégal et Mauritanie, il y a eu des pogroms en 89, la frontière était fermée. Bon, bref, pour faire très vite, ça permettait aussi à la Mauritanie de monter en puissance dans la région, de prendre le leadership du G5 Sahel, dans lequel le Sénégal n'est pas. Alors, pourquoi le Sénégal, lui? Alors, peut-être un dernier truc aussi, c'est que la Mauritanie a engagé une dynamique politique qui est positive. C'est-à-dire, pendant longtemps, on était sur le tout sécuritaire et le tout militaire, avec des gouvernements militaires qui se succédaient les uns aux autres. Là, on est avec un président élu qui, en plus, a mis son mentor en résidence surveillée, voire en prison, parce qu'il est accusé de corruption. Un peu un phénomène qu'on avait vu en Colombie, où le poulain désigné par l'ancien président autoritaire, en fait, est en train de reformater, fait sa glasnost, si vous voulez. Donc là, même les partis islamistes, il y en a un qui s'appelle Tawassoul, qui est assez puissant quand même, peuvent concourir aux élections. Et dans les années 2003, avant que ne démarrent les attentats terroristes, au contraire, on les a tous mis au trou. Et quand je dis le trou, c'est vraiment un trou, c'est-à-dire qu'on vous torture, on vous malmène, il y a des mauvaises conditions de détention, c'est très clair. Là, le gouvernement mauritanien a vraiment amélioré. D'abord, ils ont amnistié certains des djihadistes repentis qui étaient en prison, et ils ont mené des programmes de déradicalisation, mais là des bons programmes de déradicalisation qui sont sans doute les seuls à avoir marché dans la zone.
C'est-à-dire effectivement de convaincre avec des imams mauritaniens que les djihadistes mauritaniens étaient dans l'erreur. Et s'ils l'ont fait, c'est aussi que les théologiens mauritaniens ont une grande réputation, même au Maghreb, dans tout le Sahel, en termes de connaissance de l'islam. Et je rappelle aussi au passage que le numéro 3 d'Al-Qaïda est un Mauritanien qui aujourd'hui vit en résidence surveillée à Nouakchott, qui était le mentor des enfants de Ben Laden quand celui-ci était en exil au Soudan. Il l'a accompagné en Afghanistan et ensuite, par contre, il a quitté Al-Qaïda avant les attentats de septembre 2001. Il n'était pas d'accord sur cette dérive terroriste. Et donc aujourd'hui, après un petit passage pendant quelques années en prison en Iran, il vit à Nouakchott. Tout ceci pour dire que vous avez aussi, du côté de la République islamique de Mauritanie, un discours politico-religieux qui finalement démine le discours ou la capacité qu'ont des groupes djihadistes à se substituer à des États défaillants. Et la Mauritanie, de ce point de vue, n'est pas un État défaillant. Le Sénégal, pour faire super vite, le Sénégal, pas d'attentat terroriste. Il n'y en a pas eu. En revanche, je ne pense pas que ce soit l'islam confrérique qui, mon dernier bouquin, celui qui est paru, qui s'appelle L'islam d'Afrique au-delà du djihad, démonte l'opposition que l'on fait en permanence entre un bon islam qui serait confrérique et soufi et pacifique, alors qu'en fait, il servait de matrice idéologique au grand djihad du 19e siècle, et un mauvais islam qui serait d'origine étrangère, arabe, qui serait salafiste, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça, et on voit des grands pays comme le nord du Nigeria, qui est un islam confrérique où les soufis jouent un rôle fondamental, y compris en donnant des consignes de vote, en infiltrant les partis, etc., et qui a néanmoins été ensanglanté par la révolte de Boko Haram. Donc, c'est pas parce qu'il y a des confréries au Sénégal, je pense qu'il y a plein d'autres choses, y compris le fait qu'il y a quand même un État au Sénégal qui fonctionne mieux, que l'armée sénégalaise est, à mon sens, et quoi qu'il en soit de la Casamance, l'armée la plus professionnelle de la région. Il n'y a jamais eu de coup d'État militaire, on a vraiment des gens qui sont beaucoup plus professionnels aussi. Hein. Et tout ça se conjugue, à la fois le politique, le religieux et le militaire, pour expliquer pourquoi le Sénégal a été épargné. Voilà, je m'arrête. J'ai essayé de faire plus vite possible. Merci. Peut-être qu'on peut poser une question qui vient d'ailleurs, si j'ose dire, en ligne. Oui, c'est bien ça. Donc, au vu de votre présentation sur la réalité de l'intervention française au Sahel, donc le Sahel anciennement colonisé, c'est précisé, peut-on continuer à justifier les interventions des puissances étrangères dans des situations de conflits internes, de rébellions armées, de répression étatique, d'occupation de territoires, etc. Écoutez, je vais être très rapide là-dessus parce que bon, je pense qu'il y a effectivement des illusions des pays occidentaux, y compris les Américains jusqu'à récemment, à imaginer qu'ils peuvent régler les conflits des autres ou du coup leurs propres conflits à travers les conflits des autres. Pour l'instant, les leçons sont pas très bonnes. Maintenant, je ne vais pas me prononcer de manière générale parce que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, effectivement, il y a deux conditions dans lesquelles on a le droit de faire la guerre dans la Charte des Nations Unies de 1945. C'est soit votre territoire est agressé par un autre, donc c'est une guerre défensive, soit effectivement il y a une menace contre la paix mondiale. Alors vu ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, je veux vraiment pas me prononcer d'une manière générale pour répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement les leçons que l'on peut tirer des interventions militaires de la France en Libye ou au Mali, des interventions militaires des États-Unis en Irak ou en Afghanistan, ou bien des Britanniques en Irak et en Libye, effectivement les leçons ne sont pas bonnes, mais elles ne sont pas apprises. Et donc, on en revient au problème que tu évoquais. Comment ça se fait que nos dirigeants n'arrivent pas à tirer les leçons des précédents échecs? Là, je pense qu'il y a une espèce d'orgueil aussi jupitérien, post-colonial, je ne sais pas. Mais t'as entendu dans les interventions que tu as évoquées, sur le plan juridique, elles sont très différentes, puisqu'il y en a eu qui ont l'aval du Conseil de sécurité, d'autres qui au contraire contournent. Oui. Donc on est dans des situations très différentes. Ça ne détermine pas l'échec ou la réussite. Ça peut induire quand même une réflexion plus approfondie. Enfin, si on passe par le Conseil de sécurité, ça craint pas la même nature que si on viole carrément le droit international. C'est ça que je veux dire. Entre là. Oui. Mais tu vois, après, bon, c'est un débat. Je juge la réussite par rapport aux objectifs annoncés. Oui, d'accord. Et là, quand tu repars et tu laisses un champ de ruines et un chaos, bien sûr. Que tu sois validé ou non par le Conseil de sécurité des Nations Unies, quelque part, on dit bon bah. On va pas entamer le débat là. On mènerait très loin. Une autre question? Allez. Oui, pardon, tu avais. Merci pour votre intervention. Vous avez parlé de la corruption, vous avez dit tout à fait raison, de ces États. Moi, quand vous avez parlé, je voulais juste dire que cette situation n'est pas tombée comme ça, comme les théories.
Quand on lit René Dumont, parce qu'il faut quand même revenir au classique dans son livre de 1962, très connu. L'Afrique est mal partie. Quand on lit les mémoires de Foccart, quand on voit le film des prises de pouvoir en Afrique dans les années 60, et n'oublions pas Patrice Lumumba, et dans quelles conditions des hommes comme Patrice Lumumba, il n'était pas le seul, a été écarté, éliminé. Un certain Bob Denard a joué avec son groupe un rôle qui ressemble à Wagner. Wagner avait quand même Bob Denard comme inspirateur. Et tout ça, je crois, il faut revoir ces classiques parce que les critères sur lesquels M. Foccart et d'autres choisissaient, je dis bien choisissaient, des potentats africains, ce n'est pas un critère d'intégrité ni de compétence. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a ni les successeurs de Foccart, ni quoi que ce soit n'est capable de mettre en place en France, depuis la France, un prototype africain. C'est quand même une grosse différence. Je crois que les Africains sont maintenant plus à la manœuvre qu'ils ne l'étaient au moment des indépendances du drapeau, comme on disait à l'époque en 1960. Mais la corruption, elle est structurelle, c'est un phénomène ancien. Donc raison de plus pour dire, mais qu'est-ce que vous faites à l'Élysée? Puisque c'est pas un phénomène nouveau, même si la lutte contre le terrorisme a pu l'exacerber, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été déversé dans ces pays. Donc, plus il y a d'argent, plus il y a du détournement de fonds publics. Ça, c'est sûr. Mais oui, vous avez tout à fait raison. C'est un problème très ancien. Donc, raison de plus, on dit, mais ce problème, on le connaît déjà. Ces armées ne sont pas fonctionnelles. Elles n'étaient pas déjà fonctionnelles quand on est intervenu. Donc, raison de plus pour dire, mais ce que je disais aussi dans ces tribunes en janvier 2013, en disant, mais il y a un vrai gros problème. Vous essayez de bâtir des États sur du sable. Et est-ce que nous, on a la capacité? Parce qu'attention, on parle de l'armée, mais derrière l'armée, il suffit pas de construire l'armée. Il faut construire la police, il faut construire la justice, il faut qu'il y ait des écoles. Un État, c'est tout l'appareil régalien. Ouais, et la justice, on l'oublie un peu trop, et la police également, mais c'est fondamental. Donc là, ce qui manque, c'est la capacité des États à réguler les conflits pacifiquement et autrement que par des réponses militaires qui, en fait, entraînent d'autres conflits. Tu voulais poser une question, je t'en prie. J'aimerais que vous... Attends, il faut le micro, s'il te plaît. Parce que c'est enregistré tout ça, donc. J'aimerais simplement que vous reveniez à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la question du point de départ de l'opération Barkhane en 2013. Enfin, François Hollande, qui était tellement satisfait, il a dit que c'était le plus beau jour de sa vie, je crois. Ouais. Bon, est-ce que effectivement, à ce moment-là, les groupes, aucun groupe djihadiste ne menaçait de prendre le pouvoir à Bamako? Ouais. Alors, je vais utiliser pour ça Comment? Non, je t'en prie. Je vais peut-être faire une comparaison avec ce qui s'est passé à Mossoul. À Mossoul, l'État islamique s'empare du pouvoir parce qu'en fait, la population est favorable à l'État islamique. Il y a une convergence, y compris en prison, entre les baasistes et l'État islamique, qui sont sunnites, contre un gouvernement aux mains des chiites à Bagdad avec un ennemi commun qui est les États-Unis. C'est pas du tout la configuration qu'on a à Bamako, qui est au bas mot 1 million d'habitants, et mes collègues me contesteraient sûrement en disant que c'est plutôt 2 millions que 1. Bon, en tout cas, rien à voir avec le nord, quand même très peu peuplé du nord du Mali, qui a peut-être 1 million d'habitants, et encore, je suis même pas sûr qu'il y ait, parce que les recensements sont... Bref, Tombouctou, la plus grosse ville, peut-être 100 000 habitants, avec des groupes djihadistes qui s'emparent du pouvoir en étant alliés à des séparatistes Touareg au départ, Touareg que l'on déteste profondément à Bamako, qui n'est pas du tout une ville dominée par les Touaregs. D'ailleurs, les Touaregs sont minoritaires même dans le nord du Mali, même à Tombouctou, qui est plutôt Songhai, où il y a aussi beaucoup de Peuls, d'autres. Quoi qu'il en soit, les gens du nord sont détestés à Bamako. À preuve, quand l'armée française va intervenir, je vous le disais tout à l'heure, les terroristes des uns ne sont pas les terroristes des autres. Et à Bamako, le terroriste, c'est le MNLA, c'est le séparatiste Touareg, c'est pas les djihadistes. Ça, on peut toujours s'entendre, c'est pas trop le problème. C'est les séparatistes Touareg. Et les troupes maliennes, ou ce qu'il en reste à Bamako quand la France intervient, elles veulent se saisir de l'occasion, et la population est pour liquider une bonne fois pour tout le problème Touareg. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la France interdira l'arrivée de l'armée malienne à Kidal,
ce qui a tout de suite froissé les relations entre le gouvernement malien et la France, parce qu'on a dit à l'armée malienne, non, 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 Kidal, c'était le fief des intendants du MNLA. Et donc, pour éviter des massacres, la France, l'armée française a interdit en fait à l'armée malienne de remonter sur Kidal, fief des indépendantistes, et l'armée française est même allée encore plus loin, puisque les services avaient essayé d'utiliser les séparatistes Touaregs pour combattre les groupes djihadistes avant qu'il y ait une intervention militaire française. Il y avait effectivement des canaux d'entente qui font qu'on a laissé le MNLA, donc le Mouvement national de libération de l'Azawad, contrôler et patrouiller Kidal en interdisant à l'armée malienne de remonter sur Kidal. Ce qui d'ailleurs à l'époque avait suscité beaucoup de fâcheries au sein de l'appareil diplomatique français. Les diplomates en place n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Il y a eu de vraies ruptures, mais ces ambassadeurs-là ont été écartés, comme tous ceux qui d'ailleurs ont critiqué d'une manière ou d'une autre les modalités d'engagement de la France dans la zone, que ce soit sur le plan politique ou militaire. Donc, à l'époque, avant même que la France n'intervienne, on déteste les Touaregs à Bamako, donc il n'y a pas de soutien pour les groupes djihadistes à Bamako. Donc imaginez que vous avez ils sont combien? On dit qu'il y en a 200-300 djihadistes aguerris qui sont vraiment en capacité de combattre, qui vont s'emparer et contrôler une ville comme Bamako, alors qu'ils n'ont pas de cadre, et puis que quand même il y a une bonne distance entre Sévaré, qui était le premier verrou militaire du côté de Mopti, et puis jusqu'à Bamako. Imaginez qu'avec quelques pick-up, ils allaient s'emparer de la ville, c'est quand même aller très très vite dans une conclusion, à mon avis, hâtive. D'autant que, à l'époque, le récit dominant, c'était... alors c'est dommage, j'avais une autre carte plus précise, mais je l'ai pas apportée. Donc essayez de vous figurer, vous avez Bamako, vous avez vu la forme du Mali là en forme de sablier avec cet onglement au milieu. Donc vous avez Bamako au sud. Et si je tire un trait vers Tombouctou, en fait, vous avez Mopti qui est un peu à l'endroit où ça s'étrangle. Là, voilà. Et au nord de Mopti, vous avez une base militaire qui s'appelle Sévaré, et vous avez encore au nord une toute petite localité qui s'appelle Konna. Voilà, à nouveau la carte. Voilà, mais j'ai pas donné celle qui était plus détaillée sur le Mali. Je te l'ai pas envoyée, okay. Mais elle coule pas. Bon, c'est pas grave. Et donc là, il y a eu un mouvement d'un des groupes djihadistes qui s'appelle Ansar Dine, qui est celui d'Iyad Ghali, qui s'est dirigé vers la ville de Konna, vers la petite localité de Konna, qui était juste avant la base militaire de Sévaré et de Mopti. Donc il y avait une crainte que les djihadistes ne s'emparent de Mopti. Mais même ça, c'est pas complètement vérifié. C'est-à-dire que on dit, le récit officiel, c'est il y a 300 pick-up qui se sont dirigés, qui ont pris Konna, et ils vont aller vers Sévaré. En réalité, dans le désert, il faut toujours revenir aux questions du terrain. Alors, quand vous avez 300 pick-up qui roulent ensemble, ça crée un nuage de fumée épouvantable, de sable. Donc, en fait, on voit rien. Donc, les satellites, et vous avez un monsieur qui s'appelle, je veux pas, comment on a enregistré, mais les réponses, on les met pas. Il y a un journaliste du Figaro qui est bien connu comme étant un journal anti-impérialiste d'extrême gauche. Et donc, il a écrit un livre sur l'opération Barkhane, où il explique, il a interviewé des agents des services à l'époque qui ont dit, mais en fait, nous, on ne sait pas du tout combien il y avait de pick-up. Il y en avait peut-être 20, il y en avait peut-être 300, on n'en a aucune idée. Donc le récit, c'est de dire, il y a 300 pick-up, et même si vous mettez 10 bonhommes par pick-up en chargeant bien un taxi brousse, c'est pas évident qu'il y en ait vraiment eu 3000 aguerris qui puissent se déplacer jusqu'à Bamako ou même jusqu'à Mopti. Donc même le récit d'une horde de 300 pick-up de djihadistes est déjà en soi quelque chose qui mériterait d'être vérifié davantage. Et ce journaliste, qui ne peut pas être suspecté d'antimilitarisme, à mon avis, le dit lui-même. Il dit, mais en fait, ça pouvait être 20 pick-up, aussi bien que 300. C'est pas du tout sûr qu'il y en avait 300. On ne sait pas d'où le chiffre est sorti du nombre de pick-up. Ça fait partie aussi des récits qu'il y a eu sur Benghazi, les massacres commis par Kadhafi, alors que Ronnie Broman, président de MSF, disait, nous, on voit pas de massacre. Mais il faut croire qu'il y a des massacres comme ça, commis sur des enfants et des femmes par des islamistes, mais qu'on ne connaît pas. Donc là, le nombre de pick-up qui lui-même se dirigeait, qui était là, le renseignement militaire pur, là aussi, il est même contesté. Et donc, 20 pick-up, vous avez 200 hommes, non, vous prenez pas Bamako, et avec une population qui vous est très hostile. On revient à la discussion qu'on a esquissée tout à l'heure sur la prise de décision, quoi. Ouais. Et qui fait qu'on a des éléments. Alors, on peut imaginer qu'ils avaient des éléments plus sérieux, mais tout de même, c'est une réaction à une situation très ponctuelle, quoi, sans vision globale, quoi. Ça revient à cette difficulté qu'on évoquait. Il nous reste plus que 10 minutes. On peut prendre une question en ligne s'il y en a.
pour alterner un peu le dedans et le dehors. Il n'y en a pas de questions, alors je vous en prie. Je vous remercie beaucoup de votre analyse. Est-ce que vous pourriez revenir sur les vœux de ces groupes insurrectionnels ou djihadistes terroristes? Que veulent-ils? Et s'il y avait des négociations, parce que là, il n'y en a pas, qu'est-ce qu'ils voudraient mettre en valeur, obtenir? Ça pose la question aussi de par quel pays sont-ils peuvent être soutenus? Alors ça, c'est pas forcément des soutiens non avoués, mais donc il y a des soutiens qui peuvent souhaiter leur victoire, souhaiter ce genre de mouvement. Alors d'abord sur les soutiens, contrairement au mouvement de libération nationale ou au mouvement d'expression marxiste, d'inspiration marxiste du temps de la guerre froide, ces mouvements n'ont pas de soutien étatique. Ça, c'est quand même très important. En revanche, ils jouent d'un classique de la guerre asymétrique. C'est souvent des groupes qui évoluent. Excusez-moi, il faut que j'aille le début. C'est des groupes qui évoluent dans des zones où l'État, des zones rurales reculées, difficiles d'accès, où l'État est peu présent, et qui sont des zones frontalières. Parce que les frontières, ça c'est le propre de toutes les guerres asymétriques, elles s'exercent contre les forces gouvernementales, mais pas contre les groupes insurrectionnels dans des zones où de toute façon il n'y a pas de douaniers, il n'y a pas de poste frontière. Donc les groupes insurrectionnels se jouent des frontières pour fuir les troupes gouvernementales qui, elles, en revanche, doivent demander une autorisation officielle pour exercer un droit de poursuite. Et tout l'enjeu du G5 Sahel, c'était ça. Alors, ils avaient négocié, je sais plus, 20, 50 kilomètres où il n'y avait pas besoin de demander de permission de part et d'autre des frontières, mais on se déplace très vite sur des 4x4. Donc, là, le jeu des frontières est extrêmement important. En revanche, il n'y a pas de soutien de gouvernement en place. Les deux seuls cas qu'on connaisse dans l'histoire de ces groupes djihadistes de la toute fin du XXe siècle, c'est un soutien de la junte islamiste au pouvoir de Bachir au Soudan quand Ben Laden vivait à Khartoum jusqu'en 96, où ils avaient un moment soutenu le djihad érythréen. Voilà. Et l'autre cas, c'est l'Érythrée, même s'ils ont eux-mêmes eu un djihad érythréen, qui est pas du tout, c'est un gouvernement d'inspiration marxiste et totalitaire, mais qui a soutenu, qui a un ennemi éthiopien et qui du coup a soutenu les groupes des Shebab, qui sont les Shebab de Somalie, qui sont un groupe djihadiste, où là, c'est documenté par les Nations Unies, il y a eu des transferts d'armes qui partaient d'Érythrée et qui arrivaient dans le port de Mogadiscio, tenus par les Shebab, en train d'attaquer l'Éthiopie. Donc en fait, c'était un jeu à 2-3 bandes, comme on connaît très très bien en géopolitique habituelle, où finalement l'Érythrée soutenait les Shebab pour qu'ils attaquent l'ennemi de l'Érythrée, qui était l'Éthiopie, puisqu'à l'époque, il y avait une dispute, une guerre frontalière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Hormis ces deux cas déjà anciens, je ne connais aucun cas d'État africain qui ait soutenu ces groupes djihadistes. Aucun. Tout ce qu'on a pu avoir, c'est des pactes de non-agression mutuelle. On a accusé la Mauritanie, mais je vous ai dit que j'y croyais pas beaucoup. On a accusé également le Burkina de Compaoré d'avoir fermé les yeux sur le fait que des groupes djihadistes pouvaient traverser son territoire, en échange de quoi il avait la main sur des négociations pour les libérations d'otages, donc ça rehaussait son prestige sur la scène internationale, parce que lui-même était arrivé au pouvoir par un coup de force. Donc on tait les critiques quand on est redevable, vous savez, ça s'appelle les retours d'ascenseur, quoi. Donc Compaoré aide la France à obtenir la libération d'otages, on ne dit plus rien sur le caractère peu démocratique de son régime. Donc des pactes de non-agression mutuelle, mais qui sont plus ou moins assumés. En fait, comme l'État, de toute façon, n'arrive déjà pas à assurer sa présence dans des zones rurales, parfois, il n'y a même pas besoin de pactes. C'est pas des pactes signés. C'est simplement que l'État est si faible qu'il se dit, j'ai même pas intérêt à attaquer ces groupes qui se replient sur mon territoire parce que j'ai pas les moyens, en fait, de les combattre. Donc, c'est pas un soutien. C'est un laisser-faire. C'est pas la même chose. Moi, quand je vous parle d'un soutien, il faut être précis sur les mots. Je parle d'un soutien militaire, d'un soutien financier. Oui, le gouvernement érythréen a fourni des armes au Shebab de Somalie. Oui, le gouvernement de Khartoum a essayé de soutenir le djihad érythréen, matériellement. C'est deux seuls exemples que je connaisse. Donc, on est quand même dans des configurations assez différentes. Après, vous posez une question qui est tout à fait retorse. Qu'est-ce que veulent ces groupes? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que veulent ces groupes? Alors, je ne peux pas avoir de réponse générale. C'est très compliqué, puisque ça dépend aussi des types de combattants. Il y a les vengeurs, donc eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'État s'excuse, qu'il y ait des compensations parce que le frère a été tué alors qu'il n'était pas combattant, la sœur a été violée, etc. C'est des choses qu'on a mis en œuvre,
Colombie, mais qui actuellement sont pas du tout à l'ordre du jour. Donc ça, c'est les vengeurs. Il y a ceux qui sont les pillards. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Du pognon. Donc finalement, eux, on peut les racheter. Il y a des programmes de démobilisation. On peut les réhabiliter, mais finalement, on fournit un petit package pour qu'ils déposent les armes et qu'ils acceptent de se réintégrer dans la vie civile. Et puis il y a les idéologues, qui sont très minoritaires en fait. Alors les idéologues, effectivement, eux, ce qu'ils veulent, mais c'est quoi? Je dis n'importe quoi comme pourcentage. C'est peut-être 10% de ces groupes djihadistes. Eux, effectivement, ils veulent une islamisation du politique. Maintenant, alors moi j'ai discuté, vous pouvez regarder cet article qui était publié dans la revue Politique internationale avec l'imam Diko, qui est un salafiste qui n'est pas un wahhabite, mais qui est un salafiste à Bamako, et qui a été chargé à un moment par la junte militaire en 2012, et puis il a mené des missions de bons offices, de négocier avec les groupes djihadistes dans le nord du Mali. Lui, il était d'avis que... alors, lui, il déplorait d'abord que le gouvernement malien, à chaque fois qu'on lui a donné un mandat pour essayer de négocier, il arrivait les mains vides. En fait, le gouvernement malien disait, tu vas négocier, tu déposes des armes, mais on n'a rien à leur proposer en échange. Alors ça, c'est quand même un peu un souci. Ça n'a jamais marché comme ça. Du type, si vous déposez pas les armes, on va vous taper dessus, sauf que l'armée malienne sait faire qu'une chose, c'est tuer des civils. Donc, on sait très bien qu'ils sont pas en capacité, effectivement, d'exercer une pression physique contre les groupes djihadistes. Ce qui peut être une manière aussi, vous voyez, de négocier une amnistie, une démobilisation, si tant est qu'on ait la capacité à frapper ces groupes djihadistes. De la part du gouvernement malien, c'était vraiment complètement illusoire. Donc, l'imam Diko se disait extrêmement gêné, en fait, d'arriver avec, dans sa besace, rien à négocier. Et lui était d'avis qu'on pouvait négocier des choses, mais à un niveau très local. Pour pas que ces groupes perdent la face non plus, on va pas islamiser l'ensemble du Mali, notamment le sud, qui est quand même à l'écart de ces dynamiques djihadistes du centre et du nord. Mais il disait que, par exemple, sans toucher à la constitution qui proclame la séparation de la religion et de l'État, on pouvait très bien, les collectivités locales, les municipalités, les mairies, pouvaient financer des écoles coraniques ou des tribunaux coutumiers qui en fait appliqueraient une version des plus douces de la charia, ou des mosquées, vous voyez, qui avait moyen quand même de s'arranger. Lui, il pensait qu'il y avait des possibilités. Et ce que j'ai observé chez d'autres négociateurs, que je vais évidemment pas nommer, lui je le nomme parce que c'est officiel et l'interview est publiée, mais il y en a d'autres qui, eux, restent dans l'ombre. Alors, souvent, ce qui joue, c'est la carte ethnique. De dire, voilà, vous avez des Peuls qui sont embrigadés dans ces groupes, et donc ce qu'on veut jouer, c'est concéder une part de pouvoir à ce groupe-là. Vous aurez un siège de plus comme député, vous aurez des programmes d'aide de développement dans votre circonscription. Voilà. Mais là, on joue une carte en fait qui consiste à diviser pour mieux régner. Mais ça peut fonctionner aussi puisque beaucoup de ces groupes en fait n'ont qu'une toute petite composante idéologique. Et je vous le disais en préambule, la question de la radicalisation de l'islam ou du fanatisme religieux en fait est assez pas subsidiaire mais mineur par rapport au fond de la problématique conflictuelle, vous voyez. Donc, c'est pas le fond de l'enjeu. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut négocier. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que ces groupes ne savent pas articuler leurs demandes. Et ils ne le savent pas parce qu'ils sont même très divisés, très fragmentés. Ils ont très peu de cadres, très peu d'intellectuels. Et les intellectuels, sont souvent les plus mauvais pour se battre. Et donc, c'est ceux qui se font d'abord faucher. Donc, quand vous avez des groupes comme Boko Haram, au début, vous avez une choura, un conseil exécutif qui est constitué d'intellectuels, de théologiens, et très vite, ils sont tués. Donc, il reste plus que les militaires. Et eux n'ont pas le bagage intellectuel. Donc, c'est des groupes qui ont très peu de cadres, très peu de gestionnaires, contrairement à des groupes marxistes autrefois, où effectivement, il y avait des ingénieurs, il y avait des médecins. Là, il n'y a rien. Et donc, leur capacité à s'exprimer, à aller s'asseoir à la table de négociation pour dire, voilà, nous, ce qu'on veut négocier, c'est très compliqué. À la fois parce qu'ils sont fragmentés, parce qu'ils n'ont pas la capacité à bien formuler les demandes. Ça reste un gros défi. Bien, écoutez, je crois qu'on va en rester là. C'était vraiment... il est l'heure, j'en tiens à l'heure. Donc, un grand merci pour cette analyse qui est à la fois passionnante et puis surtout, par rapport à ce qu'on disait, on sent que est dans le terrain et cette analyse à partir du terrain, elle est essentielle. Donc, un grand merci pour ça. Merci de votre écoute.